Bonjour, bienvenue sur le podcast Priorité Bien-être, le podcast qui t'aide à prendre soin de toi. Je suis Aurélie, coach de vie. J'ai à cœur de t'apporter les clés pour aller vers un mieux-être, vers une vie qui te ressemble et qui t'épanouit pleinement. Ici, on parlera d'outils de développement personnel, de reconversion professionnelle, de motivation, d'ambition, d'action, de changement de vie. Je te partagerai ce qui m'a aidé à me sentir mieux au quotidien. Parce que j'ai envie de créer des déclics, d'éveiller des consciences, de donner la place à des échanges, de libérer des paroles. Alors si toi aussi, tu as envie de prendre la parole autour d'un de ces sujets, n'hésite pas à me contacter pour intervenir dans ce podcast. La porte de Priorité Bien-être est ouverte à toutes les personnes qui ont à cœur de porter leur voix. Et si tu souhaites aller plus loin dans ta démarche de développement personnel, que tu as besoin d'un coup de pouce pour amorcer un changement dans ta vie, je t'invite à aller sur mon site aureliealonso.fr pour découvrir comment je peux t'accompagner à trouver tes solutions et prendre conscience de ton plein potentiel. N'hésite pas à me faire tes retours, à t'abonner au podcast, à le partager, à noter l'épisode sur Apple Podcast. Tous les liens pour retrouver mon univers sont en description. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous, mais ça aide aussi le podcast à se développer. Je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous plaira. Prenez soin de vous et faites de votre bien-être votre priorité. Bonne écoute. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du triangle de Karpman. Dit comme ça peut vous paraître un peu inconnu, mais en fait, je pense que vous connaissez tous ce triangle qui a 3 positions, la victime, le persécuteur et le sauveur. Donc, le triangle de Karpman, c'est un modèle issu de l'analyse transactionnelle inventé par Stephen Karpman en 1968. Donc il est aussi appelé triangle dramatique et en fait il résume tous les jeux psychologiques décrits par l'analyse transactionnelle. Donc du coup je vais vous faire une petite parenthèse sur l'analyse transactionnelle pour vous introduire le triangle de Karpman. Donc l'analyse transactionnelle, elle a été créée par Eric Berne à la fin des années 50, c'était un médecin psychiatre américain qui a mis au point une approche en fait vulgarisée des rapports humains pour expliquer un peu l'étude des comportements sociaux et des relations sociales. C'est une approche en fait comportementaliste qu'on utilise aujourd'hui beaucoup dans les entreprises, dans l'éducation, pour comprendre ce qui se joue en fait dans les relations sociales. Pour mieux comprendre mes propos, je vous envoie vers le livre justement d'Eric Berne qui s'appelle Des jeux et des hommes pour mieux comprendre le principe d'analyse transactionnelle. Voilà, je vous le mettrai dans la description. Et en termes de film, ce que vous pouvez regarder, c'est Oui, mais. Voilà, qui illustre très bien le concept du triangle de Karpman. Le triangle de Karpman, appelé aussi triangle dramatique, qui est plus facile à dire d'ailleurs, est une approche donc pour observer les jeux psychologiques. Et c'est un triangle en fait parce que donc il y a potentiellement 3 rôles, je vous disais, le persécuteur, ce qu'on appelle le sauveteur ou le sauveur, et la victime. Et donc pour jouer, il faut être au moins 2. Et en général, c'est persécuteur et victime, ou sauveur et victime. Et parfois, on peut retrouver les 3 rôles dans un même jeu. Pour vous expliquer les différents rôles. Le persécuteur, il ne prend pas en compte les besoins de la victime. Il la dévalorise, en fait. Il agresse, il objecte, il reproche, il bouscule, il peut harceler. Il a vraiment un certain pouvoir sur les autres. La victime, elle subit, elle se plaint, elle appelle à l'aide. Son but, c'est que les autres s'occupent d'elle. Elle se croit pas capable d'agir. Et enfin, le sauveur, ou le sauveteur, considère que sans lui, la victime, elle pourrait pas s'en sortir. Mais en faisant à sa place, il la dévalorise. Il protège, il défend, il s'interpose, il sauve. En apparence, il a le beau rôle. Lui, en fait, son bénéfice,
c'est de se sentir valorisé et que l'on pense qu'il est quelqu'un de bien. Donc comme je vous le disais, le triangle de Karpman est aussi appelé triangle dramatique. Par dramatique, en fait, il faut comprendre qu'il y a une trame et une inversion des rôles. C'est-à-dire qu'au départ, chaque protagoniste joue un rôle symbolique sans en avoir conscience, parfois jusqu'à la caricature. La communication, elle est plus basée sur des faits et sur une lecture objective de la situation, mais vraiment sur la posture symbolique que chacun a adoptée. Et au fil des échanges, les rôles peuvent s'inverser. La victime peut devenir persécuteur, par exemple. Et puis, des fois, on peut mettre une personne dans un rôle qu'elle n'a pas vraiment demandé, recherché. Par exemple, une personne nous demande un service sans forcément penser il faut qu'elle accepte. Non, on nous demande un service. Nous, on n'a pas envie de rendre ce service. Ça dépasse nos limites. Mais on va dire oui. On veut être gentil. Donc on va dire oui. Eh bien, au bout d'un moment, on va mettre cette personne dans une position de persécuteur et on va se mettre, nous, dans une position de victime. Donc à la base, on était dans la position du sauveur. Hein, c'est pour ça qu'on rend service, on vient sauver l'autre. Mais sauf qu'on n'en avait pas envie. Donc on se sent persécuté. Parce que là, la situation, elle est en train de dépasser nos limites. Donc on voit l'autre comme un persécuteur. Et nous, on se place en position de victime, alors que l'autre, il n'a pas du tout demandé ça. L'autre, il nous a juste demandé un service auquel on peut répondre soit oui, soit non. On a le droit de répondre non. Surtout si ça dépasse nos limites. On n'a pas osé dire non, donc on se met en position de victime en se disant l'autre est en train de dépasser mes limites, là j'ai pas envie d'être là je suis là à cause de lui, etc. Je pense que vous visualisez très bien le genre de situation et je pense qu'on a tous été dans ce genre de situation. Là, pourquoi je vous dis ça ? Pour vous expliquer l'importance de connaître ses limites en fait. Pour les poser. Pour poser nos limites et justement pour éviter d'être dans un des trois rôles. Et pour éviter de mettre l'autre en face de nous dans un des trois rôles. Parce que être dans ces rôles-là, dans une relation, ça n'est pas forcément sain. C'est ce qui peut parfois nous mener vers de la communication violente, vous voyez. Et justement, connaître ce genre de concept et se connaître soi pour savoir dans quelle situation on a tendance à se mettre, d'où l'importance de la connaissance de soi, c'est aller vers la communication non violente, justement. Parce que au lieu d'être dans l'un de ces rôles, on est dans la communication, on n'est pas dans le fait de se forcer à faire quelque chose pour l'autre, on est dans le respect de ses propres limites et donc on est dans le respect de l'autre en fait. Donc, importance de bien se connaître, importance de verbaliser nos limites, importance de les respecter. Voilà, la petite parenthèse conseil dev perso et vraiment l'objectif aujourd'hui de vous donner ces informations et l'objectif que vous les preniez justement. En fait, pour mettre au point ce triangle, Stephen Karpman, il est parti du concept du sauveur. Enfin, il est parti des comportements du sauveur et des rôles correspondants. Et c'est ce qui lui a permis de mieux comprendre cette dynamique que donc il résume en fait à travers ce triangle qui est véridique, voilà, qui se vérifie la plupart du temps. Donc ce triangle, il part d'une dynamique. Et en fait, c'est souvent la pitié, la culpabilité, l'anxiété qui mettent le sauveur en action. Le sauveur, la plupart du temps, il est convaincu qu'il doit absolument faire quelque chose. Il croit savoir ce qu'il faut faire mieux que quiconque. Il se sent indispensable, irremplaçable, et même si on ne lui a rien demandé. Il croit en fait que le monde ne peut fonctionner sans lui, que la personne en face, elle est incapable de se débrouiller seule, de se prendre en charge elle-même. Et donc en fait, il se croit plus compétent que la personne elle-même pour décider de ce qui est bon pour elle. Il agit avec une bonne intention,
Et à cette étape-là, il se sent âme charitable en fait, grand cœur. Il sent qu'il protège quelqu'un, mais sans tenir compte de ses besoins réels en fait. Donc là, tout de suite, si vous avez tendance à vous mettre dans la position du sauveur, vous devez vous sentir un peu peut-être attaqué. Mais parce que ça part entre guillemets toujours d'une bonne intention. Eh bien, j'ai envie de vous dire à propos de ça une phrase de Jean-Paul Sartre qui disait souvent « L'enfer est pavé de bonnes intentions ». Parfois, ça peut partir d'une bonne intention, mais au fond, le sauveur, c'est lui qui vient rassurer. C'est ses besoins à lui qu'il vient combler. D'accord? Donc il faut vraiment y faire très attention à cette position. Il cherche en fait à se libérer de l'inconfort ressenti par la détresse de l'autre. C'est la détresse de l'autre qui met le sauveur dans l'inconfort et c'est de ça dont il vient se libérer. Et c'est pour ça qu'il passe à l'action. Et en fait, il va s'en vouloir le sauveur parce qu'il va se rendre compte que là, ce qu'il est en train de faire, lui-même, ça l'irrite. Il s'aperçoit que ce qu'il a fait n'était pas vraiment de son ressort. Ou encore, il se retrouve avec des problèmes qui ne le concernent pas. Ou qui sont loin d'être ce qu'il avait imaginé. Voyez ? Il se demande s'il n'est pas allé trop loin. Il ne sait plus où ni comment s'arrêter. Et puis, il peut voir la dépendance de l'autre s'installer. Et c'est lui qui en est à l'origine. Et du coup, il se rend compte qu'il s'est sacrifié. Et il s'en veut. C'est là que le triangle peut venir s'inverser en fait. En plus. Là, il peut devenir victime et il met l'autre dans la position de persécuteur. Donc on passe de sauveur-victime à victime-persécuteur. Et la victime, elle change de camp. Souvent, en plus, le sauveur, il ne reçoit pas les signes de reconnaissance qu'il attendait. Parce que comme c'est lui qui est à l'origine des actions qu'il a mis en place pour aller sauver l'autre, l'autre, c'est pas forcément ce qu'il attendait. Et puis l'autre, il sait pas que le sauveur, il attend des signes de reconnaissance. Donc là aussi, il y a changement de position. La victime est devenue persécuteur, le sauveur est devenu victime, parce que le sauveur n'a pas les signes de reconnaissance qu'il attendait de la part de la personne qu'il était en train de sauver. Donc là, les dangers, c'est quoi ? Déjà, ça va être la violence qui peut s'installer dans la relation entre les deux personnes. La violence, les reproches, l'incompréhension et puis la détresse de la part du sauveur. Le sauveur peut vraiment finir dans cette position. Et puis voilà comment, petit à petit, une relation peut se fragiliser. Voilà, c'est le genre de situation dans laquelle on peut ressentir des sentiments très douloureux qui peuvent aller jusqu'à une grande perte d'estime de soi et d'estime de l'autre. Et puis si on ne prend pas conscience de tout ça, on va mettre fin à cette relation, mais on va le reproduire dans la relation suivante. Et puis ça peut aller de relations amicales, relations amoureuses, relations au travail. Tant qu'on ne prend pas conscience du rôle dans lequel on a tendance à se mettre, on peut le reproduire dans tous les domaines de notre vie et plusieurs fois de suite. Jusqu'à se dire « Non mais je comprends pas, je tombe toujours sur des connards. » Ouais, bon. Alors peut-être que je me mets dans le genre de position qui fait que je tombe souvent sur ce genre de personnage. Alors est-ce que je tombe souvent sur ce genre de personnage ou est-ce que j'agis de façon à ce que la personne en face de moi prenne ce genre de position? Il y a ça aussi comme question à se poser. Qu'est-ce que j'emmène dans les relations? Et puis, quand on a tendance à se mettre dans la position du sauveur, effectivement, on peut aller dans des relations où l'autre a besoin d'être sauvé. On peut être attiré, par exemple, par des personnes qui ont des dépendances pour sauver cette personne. Sauf que on vole au secours de l'autre, souvent en se sacrifiant ses propres besoins, émotions, désirs. Parce qu'au final, c'est pas notre rôle, c'est pas forcément dans nos compétences. Donc on peut vite s'épuiser
et s'oublier dans ce genre de relation. Dans les métiers de l'accompagnement, les personnes qui travaillent dans les secteurs sociaux, médico-sociaux, non, je ne me sens pas du tout concernée. C'est le genre de personnes qu'on retrouve. D'où l'importance d'avoir conscience que l'on a tendance à se mettre dans cette position pour pouvoir se détacher des situations que l'on rencontre. Hein, pour éviter de se mettre à mal. Il y a des personnes qui choisissent de travailler dans les secteurs de la santé et des services sociaux, qui sont motivées par le désir d'aider. Elles ont généralement une conscience sociale plus développée et sont souvent sensibles aux difficultés vécues par leur entourage. Et donc la compassion qu'elles ressentent peuvent leur permettre d'avoir une attitude authentique, hein, et leur permet d'accorder leur aide en toute connaissance de cause, mais attention à se protéger des missions qui leur sont incombées ou de l'investissement total que parfois elles peuvent fournir et qui vraiment peut être désastreux en fait, hein, envers ces personnes, mais aussi envers les personnes qu'elles souhaitent aider. Voilà. Ça peut être... Je sais de quoi je parle, hein. C'est un milieu dans lequel je travaille encore et un milieu dans lequel j'ai pu voir des choses dangereuses, des personnes dangereuses, parce que elles veulent aider à tout prix, sans forcément penser à elles, déjà, à ce qui peut être dangereux pour elles, mais aussi pour l'autre en face. Sauver l'autre à tout prix, c'est souvent le priver de sa liberté d'action. Ça, c'est vraiment une phrase à retenir aujourd'hui, quoi. Sauver l'autre à tout prix le prive de sa liberté d'action. Souvent, le sauveur, il veut accomplir un exploit, mais il oublie ce que ça aurait pu apporter à l'autre de se débrouiller seul. La vraie aide, selon moi, c'est quand l'autre a su trouver au fond de lui ses ressources. La vraie aide, c'est quand l'autre en face peut ressortir en se disant « Je peux me débrouiller seul parce que j'ai conscience de mes ressources ». Et c'est ce que j'adore dans le coaching, par exemple. C'est comment permettre à la personne, la prochaine fois, de se sortir d'une situation seule. Et ça peut aider les sauveurs à se dire « Je suis avec une personne dépendante, je ne vais pas l'aider moi-même ». Enfin, en tout cas, l'aider, c'est l'envoyer vers un professionnel, parce que le professionnel a un regard extérieur. C'est son métier de aider l'autre à identifier ses ressources pour que la fois suivante, il puisse avancer en toute autonomie. Et elle est là la différence entre un professionnel et un proche, qui ne peut pas forcément apporter un regard extérieur à la personne dépendante. Et justement, la personne dépendante, c'est ça dont elle a besoin, c'est du regard extérieur. Parce que ce regard extérieur, c'est lui qui va pouvoir dire, vous voyez dans chaque situation que vous avez cette position. Donc, qu'est-ce que maintenant vous allez pouvoir changer dans vos comportements pour éviter de répéter chaque fois le même scénario? Alors, comment se libérer du sauvetage? C'est pas facile. C'est vraiment pas facile quand on est souvent dans cette position du sauveur de changer sa façon d'agir. Parce que, au départ, il ressent de la pitié, de la culpabilité, de l'anxiété. Et en fait, c'est pour calmer ces émotions désagréables qu'il se porte au secours de l'autre. Et cette façon de réagir, souvent, le sauveur, il l'a apprise dans son enfance. Surtout s'il a dû prendre soin d'un parent, par exemple, malade, alcoolique, souffrant d'un problème d'adaptation sociale. En fait, là, ce qu'il se joue, quand l'enfant vit ça, c'est qu'il doit prendre soin de l'autre à un moment de sa vie où en fait il aurait dû apprendre à prendre soin de lui-même. Et c'est comme ça en fait que se perpétue à l'âge adulte ce qu'il a appris dans l'enfance. Et alors il continue de porter secours à tous, sauf à lui-même. Et c'est comme ça qu'on n'apprend pas à identifier ses limites et donc qu'on ne peut pas les poser si on ne les a pas identifiées. Et d'ailleurs, le sauveur, il n'a même pas appris
à reconnaître ses propres désirs, ses propres besoins. Donc comment voulez-vous qu'il les pose? Et en fait, c'est à travers l'autre, à son propre détriment, qu'il cherche à se valoriser et à se réaliser. Et donc, pour ne plus avoir besoin de voler au secours des autres, eh bien, il doit apprendre à prendre soin de lui-même. Malgré la culpabilité, malgré la tristesse, malgré la colère qui peuvent surgir quand il se rend compte qu'il s'est négligé pendant tant d'années et qu'il commence à vouloir prendre soin de lui. Parce que quand on a été sauveur pendant X années, c'est ça qui va émerger. La culpabilité, la tristesse, la colère de se dire « Mais je me suis mis où pendant tout ce temps ?» J'ai habitué les autres à être tout le temps là quand ils en ont besoin, ou pas d'ailleurs. Comment ils vont faire maintenant sans moi? Alors vous inquiétez pas, ils vont faire. Ils vont trouver des solutions. Mais vous, si vous avez été sauveur pendant X années, ce moment-là, vous en avez besoin. Et encore une fois, n'hésitez pas à demander de l'aide à ce moment-là pour apprendre à poser vos limites. Ça, c'est une problématique qui ressort très souvent en coaching. C'est pas souvent ce avec quoi la personne arrive, mais c'est ce avec quoi elle repart. D'avoir appris à poser ses limites. Parce que ne pas savoir poser ses limites, ça engendre beaucoup d'autres conséquences. Mais je ferme la parenthèse. Donc voilà, sortir de la position du sauveur, la première chose à faire, c'est bien sûr d'en prendre conscience. Apprendre à distinguer le rôle d'aidant du sauveur, parce que c'est pas la même chose. Aider, c'est répondre à une demande, respecter les limites de l'autre. Et puis, le rôle d'aidant, il est désintéressé, que le rôle du sauveur, comme je vous le disais, il cherche au final son premier intérêt, qui est de se valoriser. Donc, dans un rôle d'aidant, prenez le temps de bien écouter le message qui vous est livré en intervenant le moins possible. Et vous allez voir des fois, écouter suffit. Et peut-être, il y aura besoin d'agir. Mais au moins, d'abord, vous aurez écouté, ce qui vous permettra d'évaluer si ça peut être utile ou non d'agir pour la personne. Faites une demande claire avant d'aider quelqu'un. Posez la question clairement. Aimerais-tu avoir mon aide? Ce sera beaucoup plus facile de clarifier le problème et de voir si c'est de votre ressort ou non, de voir si l'autre a besoin d'aide ou non. Puis vous pouvez vous poser ce genre de questions. Suis-je la seule personne capable de répondre à cette demande? De quelle façon vais-je pouvoir partager les responsabilités? Quel peut être mon objectif dans cette action? Qu'est-ce que je dois éviter de faire? Quelles sont les limites de chacun? Est-ce que je suis confortable avec l'aide que je me propose d'offrir? En fait, le bien-être de l'aidant ne doit jamais souffrir, ou alors en tout cas le moins possible, du secours qu'il porte à autrui. Et c'est là la différence avec la position du sauveur. Lorsque l'inconfort surgit, ça doit être le signal d'alarme pour que vous vous rendiez compte que vous êtes en train de vous sacrifier au lieu d'aider. Et que, attention, le sauveur est en train d'apparaître. Alors, comment sortir du triangle dramatique? La prise de conscience. C'est la clé. Donc celui qui a constaté qu'il jouait l'un des trois rôles, il peut choisir d'en sortir en adoptant une attitude neutre et adulte. De toute façon, comment vous ressentez que vous jouez un rôle du triangle? Ça suscite un sentiment de malaise associé à une impression de déséquilibre de force dans l'échange entre les personnes. Et c'est bien de connaître les principes du jeu. Ça permet en fait de s'en extraire et de prendre du recul. Donc, comment éviter d'entrer dans un jeu psychologique? Parce que c'est ça qui se joue, comme je vous le disais au début, dans le triangle de Karpman. C'est un jeu psychologique qui se joue entre plusieurs personnes. Donc, comment éviter d'entrer dans un jeu psychologique? Grâce à la conscience et à la connaissance de soi. Donc, pour ça,
coaching, développement personnel, méthode d'accompagnement, lecture, introspection, se poser des questions, etc. Et être vigilant, donc prendre du recul sur les situations. Connaître son point faible. Est-ce que j'ai tendance à me plaindre, à attendre des autres qu'ils prennent en charge mes problèmes? Attention, là, je risque d'aller vers la position de victime et d'entrer dans ce rôle. Est-ce que j'ai tendance à agresser, à critiquer, à être intransigeant? Eh bien, si j'ai une propension à agresser, eh bien, ça veut dire que j'ai une tendance à endosser le rôle du persécuteur. Est-ce que j'ai tendance à sauver, à voler au secours des autres, à être serviable? Eh bien, le rôle du sauveur me va comme un gant. Je tombe souvent dans ce panneau. Ok? Déjà, vous pouvez vous poser ces questions pour savoir dans quel rôle vous avez tendance à être. Ensuite, eh bien, évitez de déclencher un jeu. Est-ce que j'ai tendance à me plaindre? Alors, je dois veiller à rester acteur de ma vie, professionnelle par exemple, responsable de la mission qui m'est incombée, ne pas me poser en victime et ne jamais attendre des autres qu'ils me prennent en charge quand je suis en difficulté. Est-ce que j'ai tendance à être agressif? Dans ce cas-là, je dois veiller à tempérer ma colère quand je suis mécontent du travail des autres et à communiquer sans être agressif ou trop autoritaire. Est-ce que j'ai tendance à sauver les autres? Là, je dois me rappeler qu'aider, c'est pas sauver. Et me demander quand j'ai vraiment envie d'intervenir. Si la personne que j'aide, elle m'a fait une demande, si l'effort il est partagé ou si je vais tout faire seul, si j'ai bien défini la limite de cette aide. Ensuite, savoir reconnaître les signaux et refuser d'y répondre en endossant un rôle. Par exemple, on reconnaît la victime à son discours. Elle se dit impuissante et jamais responsable de rien. Par exemple, elle va avoir tendance à se dire « Je fais tout bien et il me fait sans cesse des reproches. Je ne vois pas comment le satisfaire, il n'est jamais content de toute façon. » En fait, elle ne demande jamais directement une aide concrète, mais elle se plaint et elle fait des demandes indirectes. Voilà. Ça va être la victime. Et du coup, ce genre de phrases que la victime peut dire vont déclencher chez quelqu'un en face une position de sauveur, mais sans même s'en rendre compte, en fait. Et pareil, en entendant ce genre de phrases, le persécuteur, il va être attiré en fait par ce genre de plainte et il aura naturellement envie de venir agresser cette personne qui s'est autoproclamée victime. Voyez ? Donc en fait, les points de vigilance, ils sont identiques à tous. C'est ce genre de phrases, mais qui sont beaucoup dans le tu, qui sont beaucoup dans l'accusation, parce que ça va venir titiller quelque chose chez l'autre, ça va venir titiller la cape qu'il a tendance à mettre, et bam, va se déclencher un jeu psychologique. C'est pour cela que je tenais à faire cet épisode. Je trouve que d'être sensibilisé au triangle dramatique, de connaître ses différentes positions, et notamment celle dans laquelle on est le plus souvent, on peut désamorcer le triangle avant qu'il ne s'installe. D'ailleurs, vous le faites peut-être déjà, mais en tout cas, chaque fois que vous faites le choix de ne pas entrer dans ce genre de jeu, vous évitez le triangle dramatique. Chaque fois que vous faites le choix de ne pas prendre cette position que vous pouvez avoir tendance à prendre, vous faites le choix de ne pas entrer dans ce jeu psychologique. En fait, chaque fois que vous rendez vos critiques constructives ou que vous posez des limites claires pour ne pas être envahi, vous restez en dehors et vous évitez de les renforcer. Que ce soit dans une entreprise ou même si on l'élargit à la société dans sa globalité, ce triangle, il peut coûter cher. Il peut diviser les forces, former des clans, altérer la communication, bloquer le dialogue, monopoliser le temps et l'énergie de nous-mêmes et de ceux qui nous entourent, fausser la lecture des situations, mettre une trop grande surcharge émotionnelle à chacun des protagonistes du triangle, freiner la performance, multiplier les conflits et dans une entreprise, participer aux risques psychosociaux. Et vraiment, en plus de repérer les jeux dans lesquels vous avez tendance à entrer, essayez aussi de repérer les jeux dans lesquels on vous fait entrer.
et qui vous fait entrer dans quel jeu. Cela vous évitera d'être victime de manipulation, mais cela peut aussi vous aider à faire le tri dans les relations. Qui vous met dans quelle situation ? Demandez-vous aussi pour quelles raisons vous avez accepté d'être victime alors que vous aviez flairé le piège, par exemple. Identifiez le jeu. La première chose à faire lorsque l'on est un joueur, entre guillemets, c'est d'identifier pour soi-même quels sont les jeux que je pratique régulièrement et donc quels sont ceux dans lesquels j'ai le plus de chances de me retrouver. Et donc, voici un petit questionnaire que je vous invite à remplir pour vous-même. 1. Dans quel genre de situation conflictuelle ai-je tendance à me retrouver régulièrement ? 2. Comment cela commence-t-il ? 3. Qu'est-ce qui se passe après ? 4. Quel est le message secret ou caché que je cherche à faire comprendre à l'autre personne ? 5. Quel est le message secret que l'autre personne cherche à me faire comprendre ? 6. Comment cela finit-il habituellement ? 7. Comment je me sens, donc vraiment en termes d'émotion ? 8. Comment les autres se sentent-ils à mon avis ? Et en fait, les réponses à ces différentes questions vous aideront à comprendre dans quel rôle du triangle vous avez tendance à être le plus souvent. Et donc, ça vous sera plus facile d'y être attentif, donc de prendre du recul et donc d'essayer de ne pas répéter toujours les mêmes scénarios. Un autre conseil, communiquer, vraiment. C'est la base. Quand vous sentez que par exemple vous allez être dans la position du sauveur, vous êtes en train de vouloir aider, mais que l'autre n'est pas vraiment à la recherche de solutions, vous pouvez lui demander clairement « Qu'attends-tu de moi exactement ? Est-ce que tu veux ou est-ce que tu ne veux pas de mon aide ?» Ou, encore plus clairement, « Je vois que nous sommes en train de jouer à ce jeu psychologique. Stop. Là, qu'est-ce que tu attends de moi ? Qu'est-ce que j'attends de gagner de cette situation ? De cette relation. » Alors bien sûr, ça demande que vous expliquiez, que vous fassiez écouter l'épisode de podcast à votre interlocuteur pour qu'il comprenne de quoi vous êtes en train de parler. Mais vous voyez ce que je veux dire ? N'hésitez pas à en discuter, vraiment. Et enfin, un petit jeu pour savoir si vous avez tendance à être dans la position du sauveur. 4 questions. Vous arrive-t-il de venir en aide à des personnes qui ne vous ont pas clairement exprimé qu'elles avaient besoin de vous ? Vous sentez-vous coupable ou fautif lorsque quelqu'un de votre entourage éprouve des difficultés à se prendre en charge ? Vous sentez-vous quelquefois en colère parce que vous êtes convaincu que cette personne irait beaucoup mieux si elle suivait vos directives ? Vous arrive-t-il de vous sentir exploité dans votre travail et d'avoir l'impression que vous n'êtes pas apprécié malgré tout ce que vous faites pour aider les autres ? Eh bien, si vous avez répondu oui à une de ces questions, il est possible que vous adoptiez à l'occasion des comportements de sauveur à l'égard de votre entourage. Eh bien, ces comportements, ils vous placent dans une situation qui vous est inconfortable et qui risque de vous mener à l'épuisement. Ils peuvent vous empêcher d'aider les personnes qui, par contre, ont besoin d'aide et le demandent. Parce que, à force d'aider des personnes, mais qui n'ont pas choisi d'être aidées, et donc en face vous avez manque de reconnaissance, vous vous épuisez, vous n'avez aucun retour, la personne n'applique pas forcément vos conseils parce qu'elle ne vous les a pas demandés, etc. Vous allez arrêter d'aider en règle générale, et par contre le jour où une personne a vraiment besoin de vous, vous aurez été tellement lassé d'apporter votre aide en vain que vous n'allez plus aider. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là en ce qui concerne le triangle de Karpman, parce que c'est déjà un épisode assez dense, il y a beaucoup d'informations. Vous avez vu que je suis beaucoup passée par la position du sauveur, mais c'est parce que c'est ce qui a été à l'origine de la création de ce triangle. Vraiment, Stefan Karpman, il est parti de cette position du sauveur pour analyser ce qui pouvait, les différentes positions qui pouvaient se jouer en face. Donc comme quoi c'est très important de repérer si on a tendance à être dans cette position. Voilà, moi c'est le genre de concept que je trouve passionnant, dont je pourrais parler pendant des heures, mais ça ferait
un épisode beaucoup trop long, ça l'est déjà bien. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. J'espère que ça vous inspirera. J'espère que ça vous invitera à vous questionner et que ça vous donnera des solutions. Si vous voulez en discuter en privé, n'hésitez pas à venir me voir. Je vous laisse bien sûr en description toutes les sources qui pourraient vous être utiles à la suite de cet épisode. N'hésitez pas à partager autour de vous cet épisode parce que vraiment, c'est un épisode qui parlera forcément à tout le monde. On est tous passés dans chaque position. Donc vraiment, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous. Je pense qu'il pourra aider plus d'une personne. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner au podcast, à venir me suivre sur Instagram @aurelie.alonso.coaching, à venir échanger, me donner vos impressions sur le podcast, me faire vos retours, c'est toujours un plaisir. Moi j'adore ça, échanger avec vous, c'est pour ça que je fais tout ça de toute façon. J'espère que ça vous aura apporté des biens, que vous aurez passé un bon moment en écoutant cet épisode. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Bye!